Salut à tous, c'est Pierre Calamusa, le Viet Fou pour Winamax et aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans mon monde des high stakes avec une review du tournoi 250 € Mystery. C'est sans doute mon tournoi favori, vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Et je ne vais pas vous le cacher, je suis allé plutôt loin. Il y aura une partie spécifique, dédiée au Mystery puisque, une fois à l'ITM, il y aura une stratégie spécifique à mettre en place avec l'attribution aléatoire, le côté loterie, dans l'attribution des KO. Voilà, ça va parpiner sec et c'est parti. Je vous demandais parfois, quand l'envie me prend, de mettre la vidéo en pause si vous le désirez et de réfléchir un petit peu au spot et vous pourrez ensuite, remettre la vidéo en mode lecture et comparer un peu, l'analyse que vous en avez faite avec la mienne. Ça peut être un bon moyen, je trouve, de progresser, de se dire bah, on va le faire sur la première main, tiens. Donc vous avez, un open, hem, UTG5, donc c'est-à-dire OA Jack de FFF Mexibro, qui était un joueur régulier très agressif et vous allez être 2 big blind avec, as-7 de cœur. Ici, ce que j'aimerais que posez la vidéo et demandez-vous avec quel type de main vous allez sur-relancer en value, d'abord et en bluff ensuite. Donc on est très profond, sans big blind, contre un joueur qui a ouvert en début, milieu de parole, on va dire. Voilà, mettez en pause et demandez-vous ça. Et est-ce que as-7 de cœur ferait éventuellement partie de ces mains que vous avez envie de sur-relancer ici en bluff? Voilà, alors là, c'est très intéressant. Donc as-7 de cœur et c'est une main avec laquelle j'ai décidé de payer et on va avoir, des mains en value qui seront c'est facile, ici avec ces positions-là et ces points de profondeur, ça sera 2 valets plus et as roi et potentiellement une main comme as dame par exemple contre les joueurs les plus agressifs et donc comme on va souvent être payé lorsque l'on 3-bet, on a envie d'avoir des mains qui sont extrêmement jouables lorsque l'on décide de bluffer et des mains qui nous permettent de couvrir l'ensemble des boards, dans les pots sur relancés. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est facile, ça veut dire qu'on va avoir aucune main dépareillée dans notre range de bluff. Ça sera que as roi, as dame en value en gros et par contre, on va avoir beaucoup de suited connectors dans cette range-là et typiquement ici, des mains qui seraient super intéressantes à sur-relancer, ça serait une main comme as-5 suité qui va permettre de faire fold as-valet ou as-10 chez notre adversaire ou alors une main comme, 5-6 suité, 7-8 suité, valet-10 suité même. Des mains qui, permettent d'avoir une jouabilité énorme post-flop et d'avoir des forts jeux après le flop. Voilà, donc ça, c'était une petite aparté, mais je pense que c'était intéressant déjà de le montrer. Aucune main dépareillée dans notre range de bluff et de sur-relance pré-flop ici et je trouvais que c'était un point intéressant à noter. Ici, as-7 de cœur, j'ai décidé de call. As-7 de cœur, ici, on ne la surrelance pas simplement parce que c'est une main qui n'a pas encore assez de jouabilité post-flop. On veut vraiment pouvoir flopper des tirages quintes aussi. Donc c'est pour ça qu'une main comme As-4 ou As-5 serait plus intéressante à trouver. As-7-8, évidemment, un board très bon pour notre main, mais pas très bon pour notre range. FFF Mexibro qui décide de c-bet small. Et là, je pense que dans la pratique, surtout sur, les tournois peut-être mid et low stakes que la plupart d'entre vous jouent, c'est toujours bien lorsque vous avez une bonne main, 2 paires plus, brelan, de toujours relancer et de mettre un maximum d'argent dans le pot. Si on était dans un monde théorique parfait, c'est sans doute une main qui aurait été utilisée par l'ordinateur pour sous-jouer, simplement parce qu'elle peut se dégrader au turn et à la river. C'est-à-dire qu'elle peut être complètement contrefaite et qu'on n'a pas envie tout de suite de mettre nos 100 big blind, elle n'est pas non plus ultra nuts. Et ça nous permet d'avoir des bluff catchers intéressants et forts et de protéger ainsi notre range de check call dans la ligne passive. Maintenant, voilà, moi je trouve qu'avec mon image agressive, c'est toujours intéressant de check raise cette combinaison-là. Moi et mon adversaire a foldé, mais voilà, ayez quand même dans l'esprit que si vous montez de limite, cet as-7 sera slow-plié de temps en temps. As-8, check raise et brelan check raise à peu près à assez haute fréquence, quoi. Et mon adversaire décide de folder gentiment. En bluff, ici, ça serait des mains aussi relativement fortes, hein, des combos draw, des mains comme des tirages à pic
comme 9 et 3 de pique, par exemple. Tout ça serait des bonnes mains check raise. Voilà. Main numéro 2, roi 7. De petites blindes, on va simplement passer. Roi valet. UTG 5, évidemment, une main avec laquelle on va ouvrir. Là aussi, je vais vous demander de poser une seconde et demandez-vous quelles sont les pires mains dépareillées avec lesquelles vous auriez ouvert dans cette position. Ben, la réponse, elle est simple. Hein. Ici, les pires mains avec lesquelles on va open, c'est-à-dire ce qu'on appelle les bottoms de range, ça sera valet 10 dépareillé, par exemple, dame 10 dépareillé, roi 10 dépareillé. Et c'est très important parce qu'il y a peu de joueurs récréatifs qui le savent. C'est que, par exemple, ici, valet 10, c'est quand même une ouverture valet 10 dépareillé, c'est quand même une ouverture qui va rapporter beaucoup d'argent. Donc voilà, et pensez à bien intégrer ça dans votre arsenal. Donc, je relance roi valet et je suis payé par la grosse blinde. Et là, le coup va être très intéressant. Il y aura beaucoup de concepts abordés. Donc, accrochez-vous. D'accord? C'est un coup qui peut paraître anodin, mais il y a beaucoup de choses à dire si on va aller vraiment profond dans la réflexion. Mon adversaire check. Et là, j'ai une première décision. Ici, le flop est vraiment assez déconnecté et assez bon pour moi pour que je puisse continuation bet l'ensemble de mes mains, c'est-à-dire ce qu'on appelle un c-bet range. Et ici, je vais c-bet à 1,8. Si j'avais été au bouton, alors que si j'avais la même main sur le même board, j'aurais c-bet range pour un plus petit montant. Ici, le concept, il est mathématiquement avancé, techniquement avancé, c'est-à-dire que plus notre range contient de mains fortes, c'est-à-dire plus on a relancé en milieu ou en début de parole, plus on va vouloir injecter un volume important de jetons dans le pot. Donc, plus la taille de notre c-bet va augmenter, plus on a open en early en fait. Donc c'est pour ça que là, il y a des petites nuances comme ça. C-bet 1,8 parce que j'ai open UTG 5. Par contre, c-bet range aussi 1 ou 1,2 parce que j'ai open au bouton. Ça peut paraître anodin, mais c'est quand même important parce que c'est un spot qui est tellement récurrent que si vous laissez ces petits pouillèmes de V à chaque fois qu'ils se produisent, eh ben, ça va vous coûter quand même un petit peu d'argent à la fin de votre session, quoi. Donc voilà, toujours penser, plus ma range est forte sur un spot de c-bet range, plus ma taille de c-bet range va augmenter. Ici, mon adversaire call. Et la turn est intéressante. Je pense que j'ai mal joué. La turn est un 4. Et c'est pas du tout un blanc en fait, parce qu'elle va faire rentrer As-3 dépareillé. Mon adversaire a les 16 combos de As-3, alors que moi j'en ai que 4 qui sont suités. Et va faire rentrer aussi Roi 4 dépareillé et 4-5 dépareillé chez mon adversaire, que j'ai absolument pas. Donc, c'est une carte sur laquelle je vais quand même devoir être précautionneux et ne pas mettre un énorme volume de betting au milieu, quoi. Donc je pense ici que j'ai fait une check back. Je comprends complètement l'idée, c'est-à-dire que je me suis dit roi valet est plus assez fort pour value bet. Et de toute façon, ici, j'aurais qu'un seul sizing aux alentours de pot, je pense. Avec, typiquement, je pense que roi valet, c'était bien dans le pot et mieux. Et je ne peux pas me permettre d'avoir un gigantesque sizing puisque les nuts sont changés. Ça, c'est un concept qui est très important. Lorsque vous êtes profond, ce qui dicte votre stratégie, c'est qui peut avoir la main la plus forte possible. Et ici, c'est en gros As-3. Et As-3 est plus présent chez mon adversaire que chez moi, donc je ne peux plus injecter beaucoup d'argent au milieu. Si la turn, et là aussi, accrochez-vous, avait été une brique totale, typiquement une dame, qui ne peut pas ou très peu améliorer sa main en deux paires. La raison, c'est que s'il avait roi-dame, par exemple, mon adversaire aurait check raise le flop pour value, d'accord? Donc, quand la turn est une dame ou un 8, par exemple roi 5 de dame ou roi 5 de 8, ici roi valet et le nuts, puisque mon adversaire aurait tout le temps check raise de paire, aurait tout le temps check raise brelan. Et là, j'aurais utilisé un sizing énorme d'environ 1,5 fois le pot. Parfois même, on peut aller jusqu'à 2 fois le pot. Donc là, par exemple, si sur une dame, j'aurais simplement misé 15 big blinds avec ma main. Le but, c'est de mettre
l'adversaire dans une position très inconfortable avec sa range qui est capée. Imaginez si vous avez une main comme As-5. Si on mise 6 ici, aucun problème. Vous allez simplement payer, réaliser votre équité. Si vous avez Roi 8, aucun problème. Vous allez simplement payer, réaliser votre équité. Là, si je mise 15, vous allez être dans un spot horrible avec votre range, avec toujours cette idée chez moi. Lorsque l'on a une bonne main au poker, on a envie de mettre un maximum d'argent au milieu. C'est le but de ce jeu. Je ne le répéterai jamais assez. Donc ici, check, je pense légère erreur. Je préférais faire pot. La river 1-3, catastrophique évidemment. Et là, face à une mise pot, j'ai simplement un fold facile. J'ai beaucoup d'as et quelques 6 pour me protéger. Et voilà, j'ai simplement une main qui va folder gentiment. Mais voilà, je suis un peu puni de mon erreur au turn. Je pense qu'un sizing genre 3 quarts pot aurait été mieux. N'oubliez pas ce concept très important d'overbet certaines turns quand la texture ne change pas. 5 et 8, un fold évident. Ok, As-10 au bouton. Et je me fais sur-relancer petit par la big blind. Ici, je vois trop de joueurs, encore une fois, se simplifier la vie et se dire « Bon, bah, j'ai eu As-10 suité au bouton, c'est une main assez forte, je pense qu'il a rien, je vais simplement faire tapis et voir ce qui se passe. » Ça marche pas comme ça, le poker. Ce serait trop simple. Non, ici, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est ici, mon adversaire sur-relance soit une main qui m'a battu et avec laquelle il va payer tapis, c'est-à-dire s'il a As-Valet plus, il va payer tapis. S'il a, évidemment, As-Roi, et il va payer tapis. Donc, j'ai pas envie de m'isoler contre une range qui me bat en faisant tapis. Ce que j'ai envie, c'est de se laisser ses merguez dans le coup et aller jouer post-flop en position avec une main qui joue super bien. Donc, cet As-10 de trèfle, vraiment, ne partez pas à tapis avec. Si vous avez des bluffs, ce serait une main comme par exemple paire de 2, paire de 3, paire de 4. Vous relancez à 2, il vous surrelance et vous partez à tapis pour ces 35 blindes ou ces 33 blindes. S'il avait un bluff, il fold. Et si jamais vous êtes call, vous avez quand même une bonne équité contre As-Roi, As-Dame, As-Valet, etc. Donc voilà, surtout, ne jamais partir à tapis avec cette As-10 de trèfle, c'est très important. Valet, Dame 3, c'est bête, un quart du pot de mon adversaire. Là aussi, c'est vraiment pas bon. C'est un board qui est très mauvais pour le joueur en big blind, simplement parce que quand je call un 3-bet avec ces stack size là, j'ai pratiquement tout le temps des Broadway, type Roi-Dame, type As-10, type Valet-10 suité. Enfin, c'est un board qui connecte vachement avec mon éventail de mains. En plus, si j'avais des petites paires, des choses comme ça, qui sont les mains susceptibles de fold, je les aurais certainement utilisées pour faire tapis avant le flop. Donc là, c'est vraiment un flop où en fait, il doit checker énormément et miser cher quand il décide de miser. Je pense même que ici, il a des overbet all-in avec des mains comme As-Roi par exemple, ou As-10 lui-même. Donc voilà. Donc là, ces bet range, un quart du pot, c'est vraiment pas bon avec ses positions sur ce board. C'est vraiment une faiblesse dans le jeu même de certains réguliers qui est assez récurrente. Ici, j'ai un call facile. Pas de raison de faire tapis, je pense. Je bats tous les bluffs adverses et je suis en position et j'ai encore une super main avec Ace-High. La turn est un 9, il check. Toujours vous demander qu'est-ce qui va se passer si je mise. Ici, si je mise, j'en sais rien, 6 et que je prends tapis, la situation est horrible. Je suis pas du tout bien en fait. Je suis pas du tout confortable à coller un tapis avec seulement As-10. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on check back et qu'on réalise simplement notre équité, c'est-à-dire notre pourcentage de chance de gagner le pot. Et surtout, avec As-10, on peut encore être devant les bluffs. River 4. Et mon adversaire check. Toujours la même logique que au flop et à la turn. Pas de raison de tourner cette main-là en bluff, a priori, et on va simplement check back. Et on s'incline face à 8-4 offsuit. Que dire, il y a de manière très claire, hein, j'aime rien dans la façon dont tu l'as joué. Le 3-bet small avec 8 et 4 est vraiment pas bon. Le c-bet sur Dame Valet 3 et le c-bet petit sur Dame Valet 3 avec rien du tout est horrible. En fait, en gros, ici, ces bluffs, ça devrait être toujours des mains qui ont un peu d'équité, type
As de cœur 2, roi de cœur 6, des choses comme ça. Mais jamais, jamais, jamais des mains qui n'ont pas de chance d'améliorer au turn et à la river. Ses mains les plus faibles, il doit simplement les abandonner. La raison est simple, je l'ai donnée, c'est que en fait, je connecte vachement avec ce board si on regarde bien les ranges pré-flop. Et on est dans ce cas-là où notre adversaire a fait un petit peu n'importe quoi et remporte le coup. 7 et 4 m'a fait tiche, j'ai arrêté de la jouer malheureusement. Elle m'a coûté trop d'argent, désolé Flavien. 6 et 8 va être un fold aussi. 4 et 10. Green Phaser, très bon régulier, qui joue toutes les plus grosses parties sur Winner qui open. Si pas une main avec laquelle j'ai envie de m'amuser à 3 bêtes light. Je call Dame Valet 2 avec mon flush draw. Et mon adversaire qui s'est bête. Et là, je vais vous demander aussi de poser la vidéo et de vous demander est-ce que ce 10-4 de cœur est une bonne main à check raise? Et bien, la réponse est oui. C'est une super main à check raise pour la simple et bonne raison que quelle est la principale caractéristique d'un bluff? C'est qu'il va faire folder mieux chez mon adversaire. Typiquement, là, je check raise à 9 et mon adversaire va folder, j'en sais rien, une main comme As-3, comme 10-7, tous ces bluffs qu'il aurait décidé de s'émettre. Et en plus, elle a cet extra bonus qui est qu'elle va me permettre d'ajouter des outs sur un 9, un roi, un as, puisque mon 10 me donnera aussi un tirage quinte pour aller avec mon tirage couleur et je vais pouvoir continuer à mettre énormément de pression sur mon adversaire en misant et en ayant beaucoup, beaucoup de chances de remporter le pot à la rivière puisque j'ai beaucoup de chances d'améliorer. Par contre, et c'est là où je veux en venir, des mauvais check raise, ce serait typiquement une main comme As-9 de cœur. Pourquoi? Parce que vous battez déjà les bluffs de votre adversaire. Donc vous avez envie de le laisser dans le coup s'il a une main comme 9 et 10, s'il a une main comme 8 et 9. Vous avez envie avec As-9 de cœur de le laisser dans le coup, de le laisser toucher un petit quelque chose quand vous touchez votre flush et votre ace-high peut aussi gagner à l'abattage. Donc voilà, c'est vraiment toujours cette même logique. On check raise des mains qui peuvent améliorer et qui font folder mieux et on check call ces mains-là qui sont super fortes type As-3 de cœur, quoi. Et là, je check raise et ça fold gentiment. Valet 6, un fold. Tac, tac, ça va. Open, j'ai foldé. Roi 9, un tout petit peu faible ici. Comment dire, les pires mains offsuit que vous allez ouvrir, ce sera les 10. Valet 10, Dame 10, Roi 10, pas les 9. Ok, coup intéressant. Open de Natilan. 3 bêtes de Green Phaser. Ici, j'ai fold. Et je m'en veux un petit peu à posteriori, simplement parce que dans la théorie, je pense que c'est un fold. Et qu'il faudrait y aller avec As-Dame plus. Maintenant, dans ce que j'ai vu, en fait, avec les informations qu'on a, c'est on sait que Green Phaser est très agressif, qu'en plus, le bouton est la seule position qui est plus 3 bêtes que la GTO par la population. Et en plus que Natilan, c'est aussi un joueur qui open trop, qui 3 bêtes trop, puisqu'il a 3 bêtes 8 et 4 dépareillés tout à l'heure. Laissez-moi vous dire que ça, c'est un read quand même assez solide pour déterminer une tendance. En plus, les stack size sont très bons, je trouve. C'est-à-dire que si je fais 14 ou quelque chose comme ça ici, si Natila a une main, c'est pas très grave. J'ai quand même une main qui tient bien avec As-Valet. Et si je me prends tapis par Green Phaser, j'ai simplement un fold facile. Je suis pas du tout commit. Donc en fait, toutes les planètes sont un peu alignées ici. Ma main, 2 bloqueurs très bons. Tendance adverse, 2 joueurs qui jouent trop de mains et qui sont trop agressifs a priori. Et les positions, cut-off, bouton, big blind, qui sont les 3 positions les plus où on joue le plus de mains. Donc je pense que si toutes les planètes étaient un peu alignées pour que je fasse une option agressive, malheureusement, je ne l'ai pas prise et je regarde un peu a posteriori. Bon, maintenant, c'est pas une erreur qui est... Mais c'était un bon cas d'école pour un cas, on peut dévier un peu et être un peu plus loose quand on a des lectures aussi solides que celles que j'avais du moins. Donc là... L'erreur est petite, je pense, en termes de V, mais en termes de compréhension de la dynamique, d'observation et d'utilisation de ma lecture, je trouve ça dommage de ne pas l'avoir pris. As-Roi.
10 de 4, assez déconnecté pour bet range, pour un petit montant. Surtout ne pas ces bêtes trop gros. Encore une fois, notre range est pas non plus, hyper assez forte pour ces bet range mi-pot ou j'en sais rien. Là, c'est un pur bet pour value, hein, avec As-Roi ici. Et ben, sur ce fold. OK, du coup, très intéressant aussi. J'open, paire de valet cut-off et je suis call par Natilan en big blind. Ça vient 5-9-5. Alors 20 deep, je trouve que c'est un très bon board pour moi. Et c'est un board que je vais essayer bet à haute fréquence. Et toujours pareil, c'est en rapport avec la connexion avec ma range préflop. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on open au cutoff, des boards très bons pour nous, ça va être les boards qui sont 9 haut. Parce que on va ouvrir valet 9 dépareillé, 9 et 10 dépareillé, dame 9 dépareillé, roi 9 dépareillé, as 9 dépareillé, etc. C'est énormément de combinaisons. Plus évidemment toutes nos overpairs. Et surtout, c'est qu'en fait, quand on a un SPR qui est aussi petit, donc c'est-à-dire le SPR, le rapport, le ratio entre les stacks restants 20 et le pot, donc c'est-à-dire qu'ici, on va dire un SPR de 3, on s'en fout de tout perdre contre trips quand on a une forte main. Alors que si on avait eu un SPR très grand, là, ça aurait été un flop sur lequel on a été beaucoup plus prudent parce qu'on n'a pas envie de ces bêtes une main comme paire d'as, et si notre adversaire a un 5 et nos 3 barrels, on perd tout. Donc là, on va être beaucoup plus prudent quand on est très profond, parce que si notre adversaire a trips, c'est un problème. Quand on n'est pas profond, on s'en fout. Il y a beaucoup moins de risques à prendre et beaucoup moins de stacks à jouer. Notre adversaire peut bluffer aussi. Donc là, on va se mettre à beaucoup plus haute fréquence ce type de board. Donc voilà, j'aime beaucoup. J'aurais pu faire un tout petit peu plus cher pour le coup. Pourquoi pas. Ouais, remarque, j'aime bien cutoff. Et je me fais une check min raise. Et là, je pense que j'ai fait une erreur. Alors, déjà, c'est un spot que je ne comprenais pas très bien avant. Ici, en fait, c'est quand on a un bluff catcher, enfin une main avec laquelle on ne passera jamais, c'est toujours mieux de reprendre l'option agressive et soit de faire tapis, soit de re-raise, mais surtout de ne pas laisser notre adversaire réaliser son équité gratuitement avec ses bluffs. D'accord? Donc là, évidemment, si vous avez une main destructible qui veut laisser l'équité adverse avec une main, je ne sais pas, si mon adversaire a valet 8 de carreau, par exemple, et que nous, on a 2 as, on a envie de le laisser toucher quelque chose au turn. Mais quand on a une main aussi faible que 2 valets, par exemple, on n'a pas envie de le laisser, toucher ses outs si jamais il a un truc genre, j'en sais un roi 6 de carreau, quoi. Donc, je pense que là, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai fait tapis. Et je pense que là, j'aurais dû jouer en clic et re-raise à 5 et call all-in pour le laisser faire de la merde s'il a un truc genre 6-7 ou 7-8 ou des choses comme ça. Et call si j'avais une main comme 2 as de roi. Voilà, je pense que ça aurait été le play optimal. Donc ouais, bien penser à clickback à 4,5 avec ses stack size plutôt que de faire tapis, parce que là en fait quand je fais tapis, je vais le faire jouer parfaitement, il va me coller un 5, un 9 et il va pas avoir à avoir une décision difficile. Imaginez là je vous fais 4,5, qu'est-ce que vous faites avec un truc genre dame 6 de carreau, roi 7 de carreau? Est-ce que vous collez ou pas? Est-ce que vous foldez? C'est hyper dur à contrer. Donc voilà, c'est un petit peu mes réflexions quant à ce coup. Quant à vous, essayez de bien comment dire, maîtriser ce concept. C'est que quand on a une main avec laquelle on va vouloir partir à tapis quoi qu'il arrive et qui a besoin de protection, on veut remettre une action agressive par-dessus. Et là, ça a foldé et je regrette un peu ce play parce que je trouve que ça le fait jouer un peu trop bien par rapport à ce que j'aurais pu faire. Tac, tac. Roi-dame. Roi-dame 3. Mon adversaire est un top rail très très fort. Ici, le check back, c'est GTO, je pense. Personnellement, j'utilise une simplification bet small et avec un gros size en overbet aussi un petit peu. Là, ici, le check back. Et en fait, c'est intéressant parce que je sais, à l'époque, je pense que je savais moins bien jouer le chaos à check-check. Ici, j'ai recheck. Je pense que c'est une erreur. Je pense que j'aurais voulu lead avec 2 sizes. Un truc genre un size intermédiaire, genre un tiers du pot, 25% du pot. Et un overbet, en gros. Parce que je pense que As-Valet, il va tout le temps de ses bêtes sur ce board. Donc en fait, là, je pense que cette main-là, elle allait bien dans le bet un tiers du pot. Bet quelque chose comme 1,5, 2.
simplement pour lui donner une décision qui est difficile. En fait, la défense va être difficile pour lui avec un truc genre parce qu'en fait, quand il check back, il a souvent un truc genre, paire de 8, dame 7 de carreau peut-être, A6 et donc je trouve que c'est bien de le laisser dans le coup avec ces mains-là, dont pas mal sont drawing dead avec, ma main spécifique et overbet, c'est plutôt une main qui a besoin de plus de protection type, roi 9 quoi. Voilà, donc in-game, j'ai check, ça fait check-check et river, je pense que j'ai refait un truc un peu c'est-à-dire que je me suis dit: «Bon, bah, maintenant que j'ai pas mis d'argent dans le pot, il va falloir que j'en mette» et du coup, j'ai fait 3 fois le pot. Je pense pas trop que ça soit bon. Je pense que là, j'aurais bien aimé faire un truc genre, avoir 3 sizings différents, je pense. Un block bet avec une main comme un 10, une dame faible. Un sizing aux alentours de pot avec typiquement une main genre, roi 5 off et un overbet avec, typiquement brelan 3, brelan 4, 10-3, 10-4 suité, des choses comme ça qui bloquent pas les calls adverses. Et ici, je trouve que ma main roi-dame, elle va bien soit dans le pot parce qu'elle bloque énormément les calls adverses, quoi. Voilà, ça serait ma stratégie. Et évidemment, on incorpore des bluffs dans toutes les lignes. Typiquement, si vous avez une main comme, j'en sais un A6, ça va bien aller de temps en temps dans l'overbet. Une main comme As-3, par exemple, je pense que ça va bien aller dans l'overbet, puisque vous allez bloquer les mains, ou plutôt même une main comme As-4, ça va bien aller dans l'overbet, parce que vous bloquez brelan 4, qui est la main la plus forte chez votre adversaire. Donc voilà, des choses comme ça. Et donc ouais, petite quand même indécision sur ce que j'ai fait là. Je sais pas trop si c'était bon. 9-6 star fold. Roi 9, là ici, petite erreur. Je pense que contre un mec qui a 20 blindes, c'est beaucoup mieux de simplement faire 2. 9-10 de pique, open classique, tapis Natilan, Maxime qui call. J'aurais foldé quoi qu'il arrive. Hein. J'aurais foldé quoi qu'il arrive. Et là, bon, les deux joueurs ont bien joué la main. Et malheureusement, nous perdons Natilan, qui était sans doute le plus mauvais joueur de la table, avec tout le respect que j'ai pour lui. Intéressant. Je vois des avantages aux deux lignes, soit call, soit 3 bêtes. Parce qu'on commence à être moins profond, donc la jouabilité a un peu moins d'importance. Ici, je préfère call, je pense. Et par contre, une main qui aurait été trop cool à 3 bêtes, typiquement un truc genre 5 et 6 de carreau, ça aurait été vraiment, vraiment pas mal à choisir comme 3 bêtes, comme 3 bêtes light. Tac, tac, tac. Maxime DT qui pote le turn, ça n'existe pas trop en multi-way. Mettez-vous une règle, alors l'expliquer mathématiquement, ce serait un petit peu compliqué, mais en gros, mettez-vous une règle que quand on est à plusieurs joueurs par coup, généralement, on va rarement dépasser les 2 tiers pot. Et pot existe jamais, quasiment. La raison, c'est qu'en fait, mathématiquement, pour atteindre les fréquences de défense, on va devoir les diviser, les fréquences de défense, entre le nombre de joueurs restants à parler dans le coup. Donc là, par exemple, moi, je vais simplement pouvoir folder tout ce qui est valet, dame, 7 tranquillement, parce que j'ai ma fréquence de défense minimum qui est divisée par 2 parce qu'il y a aussi green phaser dans le coup. Voilà. Nouvelle table. 2 et 3, ça sera un fold. Valet 3 aussi. Roi 5 aussi. 4, 6 aussi. Et allez, je vais finir sur cette main pour cette première partie. J'open paire de 9. Et on va jouer 3 way. Alors là, c'est un board sur lequel il va falloir quand même être relativement prudent à 3 joueurs. Surtout qu'on est semi-profond. Sans deep, il aurait fallu être encore plus profond parce que on peut pas se permettre de c-bet et de run dans brelan et de tout perdre. Ça serait un peu catastrophique. Là, maintenant, ma main paire de 9 se prête vachement bien à c-bet. Elle a de la value. Elle a besoin d'énormément de protection. Elle est très vulnérable. Elle est forte à l'instant T, mais très vulnérable. Elle peut coller un check raise. Elle peut améliorer un backdoor en quinte, etc. Donc, et comme je vous l'ai dit, ici, le sizing le plus cher, ce sera aux alentours de mi-pot, 2 tiers pot maximum. Donc voilà, ne vous amusez pas à faire pot ou overbet. Ici, c'est pas juste mathématiquement et théoriquement. Et Maxime qui me call, donc un joueur plutôt amateur. La turn est un 6. Il devrait donc bet en partie, puisqu'il a plus de 6 que moi. Et je pense que contre un adversaire qui n'a pas cette arme à son arsenal, du coup, l'adaptation, elle est claire. C'est comme il a on a trop de risques qu'il ait un 6 dans sa main, on check back toutes nos mains.
en fait. La stratégie est assez claire pour moi. Donc je check back cette paire de 9 gaiement. On peut dévier, par exemple, si on est en live et qu'on a un timing tel. C'est-à-dire que notre adversaire snap check et qu'on sent qu'il a vraiment pas réfléchi à miser ou qu'il a vraiment pas amélioré sur ce 6. Là, pourquoi pas miser, mais ici, online, je préfère simplement check back toutes mes mains. La river est magique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le 9 qui me donne plus ou moins nuts, évidemment, je perds encore de manière ponctuelle comme carré ou cette dévie de carreau, mais comme on dit en live, dans ce cas-là, bon appétit. Mais voilà, mon adversaire qui reprend le lead, c'est vraiment génial. Il a une tonne de flush, il a une tonne de 6 et il a parfois un full en dessous. Donc là, je pense que là, ne vous prenez pas la tête, hein, surtout quand vous êtes contre une range qui a l'air composée des fortes mains et que vous avez le surnuts. Simplement, partez à tapis, ne vous emmerdez pas. Et c'est ce que j'ai fait. Et mon adversaire m'a payé en une demi-seconde avec un bluff catcher pur, hein, qui est 8 et 6. Donc voilà, ça illustrait bien que c'était sans doute la ligne qui générait le plus d'argent ici. Honnêtement, pas d'intérêt d'avoir un autre sizing. Je pense ici, dans mon adversaire, quand il dit de la rivière, c'est soit trips, soit flush, soit quinte. Donc vous emmerdez pas à faire un truc genre 22 ou 23, faites tapis. Et vous allez mettre de temps en temps un bluff avec un truc, avec une main type, j'en sais rien, As-Roi avec l'As de carreau ou des choses comme ça. Je sais pas exactement quels seraient mes bluffs ici, mais voilà. Et on monte gentiment avec ce coup à 2 fois le tapis de départ, soit 40 000 jetons. Et ça va être la fin de cette première partie. Surtout, c'est très important. Surtout, voilà, c'est très important pour moi que vous laissiez un commentaire, un like si jamais la vidéo vous a plu. C'est très important pour qu'on continue à sortir des vidéos de ce type si vous les avez appréciées. Bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou si certains concepts étaient un peu obscurs. Je me ferai un plaisir d'y répondre si j'en ai le temps. Et je vous embrasse et merci d'avoir suivi cette partie 1 de la review du 250 € Mystery. Ciao.